Ça se comprend sur CNews, un thème d'actualité, un seul, que l'on décortique, que l'on analyse ensemble pendant un peu plus d'une demi-heure. Cet après-midi, on se penche sur les maltraitances contre les personnes âgées. L'aide-soignant qui a été filmé en train de violenter, d'insulter une pensionnaire âgée de 98 ans dans un EHPAD du Val d'Oise a été placé en détention provisoire. Son procès aura lieu le 22 mars. Plusieurs questions auxquelles on va tenter de répondre. Les maltraitances sont-elles en hausse? Ont-elles forcément lieu dans les EHPAD? Y a-t-il suffisamment d'établissements spécialisés en France aujourd'hui et pour les décennies à venir? Pour répondre à ces questions, je reçois Romain Gisholm. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Christophe de Gégère, bonjour. Vous êtes gériatre, chercheur spécialisé dans le vieillissement du corps humain et auteur de ce livre « Bien vieillir sans médicaments ». Frédéric Pommier, bonjour. Vous êtes journaliste, auteur de Suzanne, édition Équateur Littérature. Vous racontez l'histoire de votre grand-mère et vous partagerez ce témoignage avec nos téléspectateurs. Et puis Pierre Tchernikov, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes président de la fédération 3977 contre la maltraitance des personnes âgées et adultes handicapés. Avant de parler des chiffres nationaux, de donner vraiment un état des lieux de la situation de la maltraitance en France, ce qui s'est passé à l'EHPAD d'Arcueil, dans le Val-de-Marne, je crois que j'ai dit Val d'Oise tout à l'heure, c'est dans le Val-de-Marne. Anne Maquignon est en duplex du tribunal de Créteil. Le procès a été reporté et l'aide-soignant placé en détention, c'est ça ? Oui, tout à fait. Cette personne de 57 ans a désormais un mois supplémentaire pour préparer sa défense, puisque, comme vous l'avez dit, son procès a été renvoyé cet après-midi au 22 mars prochain. Alors cet homme de 57 ans, il s'est présenté ici cet après-midi au tribunal de grande instance de Créteil avec un sweat gris, le crâne rasé, une moustache. Il a gardé pas d'expression sur son visage pendant toute la durée de l'audience et les mains dans le dos. Il a simplement tenu à demander le renvoi de son procès avant d'écouter la juge détailler tous les faits qui lui étaient reprochés. C'est à ce moment-là qu'il a demandé à prendre la parole. Je présente mes excuses à la famille, a-t-il dit, puisque plusieurs membres de la famille de cette pensionnaire de 98 ans étaient présents dans la salle. Ces deux filles, notamment, ce sont elles qui représentaient leur mère ici cet après-midi. Ce sont elles qui avaient placé des caméras dans la chambre de leur mère, dans la maison de retraite, là où elles soupçonnaient des maltraitances, des violences sur leur mère. Alors, en attendant le procès, le 22 mars prochain, l'avocate du prévenu souhaitait que son client soit placé sous contrôle judiciaire. Mon client ne va pas effectuer de pression puisque tous ses collègues le décrivent comme étant un employé modèle, a-t-elle rappelé. Mais cet après-midi, la juge a préféré le placer en détention provisoire. Elle a également demandé une expertise psychiatrique pour essayer de comprendre, a-t-elle dit, pourquoi cet homme de 57 ans a agi ainsi, avec violence et cruauté, pour reprendre les mots de la procureure, sur une femme de 98 ans. Merci Anne Maquignon, merci également à Léa Doplé qui vous accompagne au tribunal de Créteil. Pierre Tchernikov, au 3977, vous recevez des appels Oui. de familles, peut-être Oui. aussi de soignants. Ce qui s'est passé à Arcueil, ça vous surprend ou vous avez régulièrement des retours d'expériences un peu similaires, peut-être moins graves, mais un peu similaires? Alors, ça fait partie des maltraitances ordinaires dont on a connaissance vraiment chaque jour au 3977. Ce qui est un peu particulier, ce que cette affaire malheureuse met en évidence, c'est la responsabilité, semble-t-il, d'un professionnel. Et ça, c'est vraiment une situation d'exception. La violence ordinaire que subissent les personnes âgées, d'abord, c'est dans les appels qu'on reçoit beaucoup plus souvent une violence qui a lieu à domicile, donc dans la sphère privée. Je dirais à peu près 80% des cas, 75-80%. Oui, 73% selon les chiffres. Et puis le reste sont des violences qui sont observées en établissement. Mais la mise en cause directe, personnelle, déterminée d'un professionnel, ça c'est vraiment une situation d'exception. Ça c'est plutôt rare. Justement, je vous propose un chiffre qui corrobore ce que vous venez de nous dire. 13%, information qui était annoncée sur RTL ce matin, 13% c'est la hausse du nombre d'appels au 3977 en 2018. C'est quand même un chiffre alarmant parce que c'est quoi? C'est la partie émergée de l'iceberg, ça. Oui. La hausse, ça n'est pas la hausse des appels, c'est la hausse des dossiers ouverts suite à un appel. On reçoit beaucoup d'appels pour des demandes d'informations et autres. Et parmi ces appels, certaines donnent lieu à un dossier et c'est ça qui a augmenté de 13%. Alors,
C'est en même temps, ces 3500 dossiers ouverts en 2018, c'est vraiment une goutte d'eau dans la mer. C'est-à-dire que pour ce qu'on peut en savoir à partir de travaux internationaux, de recoupement, c'est qu'il y a probablement 2%, 3%, 4% des situations de maltraitance qui donnent lieu à un appel. Romain Gisholm, la famille de cette dame de 98 ans a filmé en cachette la situation parce que ça faisait, selon elle, 18 mois, selon les filles de cette dame, 18 mois qu'elles avaient signalé des soucis et que rien ne se passait. Alors, je voudrais qu'on dise un mot du procédé, de filmer en cachette, et ensuite peut-être de l'inertie de la direction de cette EHPAD. Écoutez, pour ce qui concerne ce cas très particulier, l'utilisation de vidéos, c'est effectivement indéniablement un élément qui a permis, en tout cas, d'avoir des faits suffisamment probants pour pouvoir engager quelque chose. Ce qui est rassurant, c'est que dès lors que les faits sont suffisamment probants, on voit bien que les signalements sont faits. D'ailleurs, la direction a immédiatement réagi en signalant les faits au procureur de la République, en mettant à pied le professionnel. Mais il a fallu qu'il y ait une vidéo. Et il a fallu cet élément-là. Après, je ne connais pas suffisamment le dossier pour rentrer dans le détail précisément. En tout cas, on voit que dès lors qu'il y a eu ces éléments, des choses ont été faites. Ce monsieur est aujourd'hui en détention provisoire et donc n'est plus en situation de nuire à qui que ce soit. Et par ailleurs, comme le rappelait Pierre Tchernikov, c'est un élément isolé. Il ne s'agit pas d'un fonctionnement d'établissement. On voit bien que c'est le cas d'un individu qui a gravement dysfonctionné, semble-t-il, et qui convient de sanctionner comme il se doit. Ouais. Frédéric Pommier, vous l'avez vécu, vous, ce sentiment d'inertie, ce sentiment de signaler ce que vous viviez comme une maltraitance, ce qui était une maltraitance pour votre grand-mère, et pas avoir forcément de retour de la part de vos interlocuteurs ? Alors moi, je ne l'ai pas vécu personnellement, mais les filles de ma grand-mère ont pu vivre ce sentiment-là d'inertie d'une direction, oui, vis-à-vis d'abord d'un matériel et d'un bâtiment qui dysfonctionnait. Quand je parle de matériel, c'est un volet qui reste en position fermée parce qu'il est cassé pendant plusieurs semaines. Donc ma grand-mère qui est contrainte de vivre à la lumière électrique, c'est une forme de petite maltraitance, ça. La nourriture, la qualité de la nourriture. La qualité de la nourriture, je pense que c'est l'une des premières dignités pour qui que ce soit, donc y compris pour les personnes qui sont très âgées, qu'elles aient aimé bien manger, beaucoup manger ou pas, qu'elles aient été habituées à des mets très fins ou pas. Je pense que c'est important que dans tous ces endroits-là, on mange correctement. Que les toilettes se fassent de façon correcte et complète, que les soignants aient suffisamment de temps pour parler avec les personnes dont ils s'occupent. Inertie des directions, parfois, oui, quand on fait part de certains dysfonctionnements. Et puis, moi, dans les témoignages que je peux recevoir, qui sont peut-être un petit peu les mêmes que ceux que vous pouvez recevoir, vous, c'est des gens qui me disent qu'ils ont peur. Des familles qui disent, nous, quand on se plaint auprès d'une direction, on a des pressions, des menaces, où on nous dit, si vous n'êtes pas content, votre papa, votre maman, vous le prenez ou vous la prenez chez vous, ou alors vous trouvez un autre établissement. Donc les gens ont du mal à parler aussi et à dire quand ça dysfonctionne. Docteur de Gégère, je vous donne la parole dans une seconde, mais d'abord peut-être une réponse sur ce sentiment de peur de certaines familles face aux directions d'établissement. Il faut bien distinguer deux situations. La situation exceptionnelle que nous connaissons là, aujourd'hui, d'un individu, comme je vous l'ai dit, qui dysfonctionne gravement. Après, il y a la question... C'est pas ce que décrit Frédéric Pommier. Après, effectivement, il y a la question du quotidien, qui, elle, relève de manquements, de lacunes de la part des politiques publiques à l'égard des personnes âgées depuis 10, 15, 20 ans en France, qui fait que ce secteur est notoirement sous-doté pour moitié. C'est établi par tous les rapports. Et donc, oui, évidemment, dans cette situation... Il est plus difficile de prendre plus de temps avec une vieille dame ou un vieux monsieur pour l'accompagner suffisamment longtemps pour sa toilette, pour manger, pour s'habiller, et encore plus pour sortir, continuer à avoir des activités, etc. Et c'est bien en cela que le secteur a connu en tout début de l'année 2018 des grèves tout à fait exceptionnelles à l'initiative de l'ensemble des organisations syndicales du secteur, associés à la DEPA, associés à des organisations de familles, de personnes âgées, etc. etc. Docteur de Gégère, ce que je retiens des chiffres donnés par le 3977, c'est que très majoritairement, les dossiers sont ouverts pour des maltraitances à domicile et pas dans les EHPAD. Il faut aussi penser à ceux qui accompagnent les personnes âgées dépendantes, notamment à domicile. On voit ces situations familiales très complexes qui peuvent pousser à l'extrême des comportements.
Moi, j'aimerais revenir d'abord sur les établissements, parce que, effectivement, dans bien des cas, la plupart des cas, les professionnels sont de vrais professionnels et exercent dans des conditions difficiles. Exercer dans un milieu gériatrique est compliqué. Vous êtes face à des gens qui sont malades, qui ne comprennent pas forcément, qui sont lents. Et d'un autre côté, il y a la pression du temps. Ça n'excuse en rien ce qui s'est passé, bien évidemment, mais je pense, et ça a été dit là, il y a un manque de moyens criant. Maintenant, je crois que la vraie problématique est, cette maltraitance du quotidien, si vous voulez. Ce que décrit Frédéric Pommier. Absolument. Ouais. Et ça, elle existe, et elle commence avec des choses très bêtes. Au lieu de dire bonjour madame ou bonjour monsieur, c'est bonjour mamie, alors papy, etc. Avec des gens qui n'ont pas élevé les cochons ensemble, comme on le dit d'habitude. Une infantilisation des personnes présentes dans ces EHPAD. Latente, mais à domicile. Aussi. À domicile, très souvent. Et les gens qui viennent d'une autre génération, qui ont été habitués à une autre façon d'être traités, ne comprennent pas. Parfois, la maltraitance vient des familles, parce que les familles ne sont pas exemptes de critiques. Pourquoi et pas forcément formées pour s'occuper ou habilitées à s'occuper d'une personne dépendante. Il y a aussi ça. Ah non, c'est très compliqué. Une personne dépendante, c'est sûr. très compliqué. S'occuper d'une personne jeune est beaucoup plus facile. S'occuper d'une personne âgée est très compliqué, car on doit tenir compte d'une multitude de facteurs. Les familles ont un autre handicap qui est terrible par rapport aux professionnels, c'est que c'est leurs parents. Donc il y a le côté affectif en plus, il peut y avoir du chantage, il peut y avoir des conflits dans la famille, il y a des gens qui se désintéressent, il y a des gens âgés qui ont des familles mais qui sont totalement délaissés. Et tout ça fait partie de cette petite maltraitance du quotidien qui va contribuer à altérer la santé du sujet âgé et le faire se mettre de plus en plus en retrait. Je vous propose un témoignage qui vient encore d'Arcueil, de ce qui s'est passé dans le Val-de-Marne. C'est un membre d'une famille, d'une ancienne pensionnaire de cette EHPAD. On parle d'une autre famille, pas de la famille de la dame de 98 ans qui a été maltraitée, violentée. Cette femme qui témoigne dénonce une forme de désinvolture de la part des employés. Écoutez. Ça faisait peut-être pas tout à fait un an qu'elle était là. Un dimanche après-midi, on était dans le salon et deux résidents, un homme et une femme, ils se sont pris à une autre résidente qui avait la maladie d'Alzheimer, Simone, elle s'appelait. Et ils ont commencé à la battre. Et les autres, le personnel médical, ils étaient tous au balcon à train de rigoler. On a tous signé, on a fait une lettre et on a tous signé la pétition. Ils m'ont jamais envoyé de lettre, hein. Ils m'ont jamais répondu. Hein. Je les ai appelés plusieurs fois au téléphone, faisant que le directeur n'était pas là. Alors, ce témoignage, il ouvre plusieurs portes. Il ouvre d'abord la porte de violence entre pensionnaires. Ça arrive souvent, ça, Romain Gisol ? Ça peut arriver. On est face à des personnes, pour certaines d'entre elles, qui sont accompagnées parce qu'elles ont des troubles du comportement et effectivement pour lesquels il y a besoin d'un accompagnement professionnel. D'ailleurs, la question des familles, elle est aussi liée à la question de l'épuisement. Quand on n'est pas suffisamment épaulé par des professionnels et qu'on est famille, on peut effectivement se retrouver en situation d'épuisement. Donc c'est en cela qu'améliorer la situation de l'ensemble de l'aide aux personnes âgées, c'est améliorer les conditions de travail évidemment des professionnels, mais c'est aussi améliorer les conditions d'accompagnement des personnes âgées au quotidien, en établissement et à domicile de la même manière, ça a été très bien dit. Et puis c'est aussi améliorer les conditions de soutien aux familles. Après, il y a la désinvolture. Dans ce témoignage, la désinvolture de ceux qui assistent à cette bagarre entre pensionnaires de cette EHPAD à Arcueil. Pierre Tchernigov, dans les témoignages qui remontent au 39-77, c'est là aussi, il y a souvent cette maltraitance, le fait de dire les soignants s'en foutent, les soignants s'en moquent, pas tant que ça. On a du mal à y croire, mais je pense, puisque l'émission s'appelle « Ça se comprend », je pense qu'il faudrait dépasser le stéréotype selon lequel la maltraitance est un acte volontaire, délibéré de quelqu'un qui est malveillant. Bon, c'est peut-être le cas dans l'événement qui nous réunit aujourd'hui. C'est trop tôt pour le dire, d'ailleurs. Il y a une analyse psychiatrique qui est demandée. Bon, on verra bien. Ce qu'on observe de manière très fréquente, aussi bien en établissement chez les professionnels qu'au domicile, ce sont des aidants qui sont proches. Par exemple, dans les familles des aidants, un conjoint, des enfants qui sont engagés, qui sont investis pour garder leurs parents chez eux.
et qui, à un moment donné, sont dépassés, sont débordés, sont épuisés par la charge de travail et qui deviennent involontairement maltraitants, qui ne répondent plus aux besoins de la personne, qui sont anormalement brusques. Et ça fait aussi partie des situations maltraitantes, probablement plus fréquentes que les maltraitances délibérées. Alors, je vous propose un autre chiffre qui nous a surpris ici à CNews, dans l'équipe de Ça se comprend. 44% des EHPAD rencontrent des difficultés de recrutement, presque un établissement sur deux. Donc ça nous a semblé assez énorme et ça pose la question du turnover et du lien que les soignants, Frédéric Pommier, peuvent nouer avec les personnes dépendantes qui sont présentes dans les établissements. Est-ce que vous avez, dans cette maltraitance au quotidien dont vous parler, il y a le fait qu'on n'a pas toujours le même interlocuteur. Moi, je l'ai vécu quand ma maman était en EHPAD, avec ce sentiment qu'elle liait quelque chose de fort avec une personne qui partait au bout de 2-3 mois. Et là, on avait l'impression que tout s'écroulait. Est-ce que vous l'avez vécu aussi, ça ? Moi, je ne l'ai pas vécu avec ma grand-mère, mais ce sont des choses qui m'ont été racontées énormément, y compris par des soignants. Y compris par des soignants qui s'attachent, oui, aussi à certains résidents, qui commencent à nouer une relation intéressante et puis qui sont changés d'équipe, changés d'étage ou alors changés d'établissement carrément parce que ce sont souvent des contrats courts. Et cette difficulté de recrutement, elle est liée aussi à la difficulté du métier lui-même et au manque d'intérêt qu'il suscite. On ferme des formations d'aide-soignants. On ferme des formations d'aide-soignants. Oui, parce qu'il n'y a plus assez de candidats, parce que c'est mal payé, c'est pas reconnu, et parce que ça donne pas envie. Évidemment, ça donne pas envie. C'est s'occuper de personnes qui vont pas bien, qui vont difficilement aller mieux. Mais alors, c'est quoi la solution pour faire revenir des élèves dans des écoles d'aide-soignants ? On touche précisément au cœur du problème. Il faut bien comprendre que nous sommes dans une société qui discrimine largement les plus âgés et qui est agiste. L'OMS, en 2015, indiquait que l'agisme était une discrimination plus universelle que le sexisme ou le racisme. Et donc, dans une société où vous dévalorisez tout ce qui est vieux et tout ce qui est en lien avec la vieillesse, oui, vous êtes dans des conditions de travail où vous n'êtes pas valorisé d'un point de vue salarial, vous n'êtes pas non plus valorisé d'un point de vue social. Et donc, effectivement, quand nos enfants nous diront qu'ils souhaiteront faire pompiers, aviateurs et travailler avec des vieilles dames et des vieux monsieur. Pour ça, il faut mieux les payer. Vous n'avez pas les moyens de mieux les payer, j'imagine. Non, puisque c'est l'État qui fixe effectivement les dotations dont vous disposez pour embaucher des gens. C'est en cela que c'est une question à la fois sociétale et une question de politique publique. Christophe de Gégère, là-dessus, un dernier mot, allez-y. Dernier élément. Il faut bien comprendre qu'effectivement, c'est bien ce travail-là qu'il nous faut engager. Et c'est en cela qu'il y a de grandes attentes de la part du secteur quant au projet de loi qu'a annoncé et promis le président Macron. Et donc, il faudra bien que dès 2019, ce projet de loi aboutisse sur des mesures concrètes. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est constaté, c'est que tous les ans, les rapports de la Caisse nationale d'assurance maladie montrent que le seul secteur d'activité en France, toute activité confondue, qui voit ses arrêts maladie et ses accidents du travail augmenter, c'est celui de l'aide aux personnes âgées en établissement et à domicile. Ça veut dire qu'aujourd'hui, faute d'engagement de la part des politiques publiques, c'est les salariés qui paient de leur santé le grand engagement qui est le leur auprès des personnes âgées au quotidien. Christophe de Gégère. Alors ça, c'est un raccourci, je trouve, purement français. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, les établissements devraient également avoir des politiques peut-être plus ambitieuses, intéresser les pensionnaires, leurs pensionnaires et les familles à des projets. Moi, je suis allé, par exemple, avec mon groupe, à voir un certain nombre de maisons de retraite en disant « mettons quelque chose d'ambitieux en place pour la santé de vos pensionnaires, mettons en place des programmes pour améliorer la nutrition, pour améliorer la mobilité, etc., avec un suivi, une évaluation, et beaucoup d'intérêt théorique, mais rien derrière. Rien derrière. Bien sûr, il y a un problème de moyens, j'entends, ça coûte de l'argent également de s'occuper de ces gens âgés, mais là, je fais référence à des groupes qui sont des groupes puissants, qui ont des moyens, et là, il y a une absence de volonté d'aller plus loin. On est comme une sorte, la maison de retraite, où et comme une voie de garage. Bon, on sait que ça se termine, donc il ne faut pas trop en mettre, et du coup, on a des pensionnaires qui sont des victimes malgré tout, et des soignants qui n'ont pas les moyens
de leurs ambitions quand ils arrivent là-dedans. Sous-entendu, il y a des groupes puissants dans ce secteur économique qui vivent bien et qui ont une marge et qui pourraient aussi faire un peu moins de marge pour mieux payer les salariés. Je pose la question. Hein. Vous savez, le secteur commercial, ça représente à peu près 20% du secteur d'activité de l'aide aux personnes âgées. Les groupes eux-mêmes représentent 10%, donc la moitié de ces 20%. Ils représentent 10% du secteur d'activité. Le reste, c'est du public, de l'associatif, etc. Et je ne vous cache pas que si le seul problème était là, dans le secteur de l'aide aux personnes âgées, tous les rapports le montreraient, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Je rejoins tout à fait sur l'idée qu'il faut avoir un projet de structure qui soit ambitieux et qui favorise effectivement un certain nombre d'éléments allant plutôt vers plus de vie sociale, etc. Il n'en reste pas moins que ça n'est pas antinomique avec la question effectivement des moyens. Parce que quand bien même vous êtes très ambitieux, si vous avez 10 minutes pour accompagner une vieille dame pour faire sa toilette, qu'elle a besoin de vin, vous restez quand même avec 10 minutes, même si vous avez le sourire et plein de bonnes idées. Non, ça, donc c'est pas antinomique. Bien sûr qu'il faut aller vers quelque chose qui réforme en profondeur le fonctionnement de l'ensemble des services à domicile et en établissement pour personnes âgées, mais aussi l'accompagner des investissements socio-économiques nécessaires. Et c'est en cela que la concertation qui a été lancée par le président Macron devra déboucher sur des mesures concrètes. Parce qu'il faut bien mesurer que les éléments de cette concertation à l'issue, là, en 2019, auront certainement un crédit ou pas sur l'issue du grand débat national. Alors je voudrais qu'on parle d'argent, de ce que coûtent les places en EHPAD aux familles. D'abord un petit état des lieux. EHPAD, on ne l'a pas dit, mais c'est un acronyme qui veut dire établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. J'aurais dû commencer par là. Il y a 7400 établissements en France. L'âge moyen en EHPAD est aujourd'hui de 85 ans et 8 mois. Pour les familles, Frédéric Pommier, est-ce que vous vous souvenez du prix mensuel d'une place en EHPAD pour Suzanne, pour votre grand-mère ? Alors pour Suzanne, c'était autour de 2000 € dans le premier établissement. Aujourd'hui, c'est 1000 de plus dans le nouvel établissement où elle s'est installée. Je crois que le prix médian, c'est autour de 2002-2005. Mais ça peut monter ensuite à 3005, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 10 000 € parfois. Et c'est pas parce qu'on va mettre 10 000 € pour loger son mari, sa femme ou ses parents qu'on va être assuré que la nourriture sera meilleure et qu'il y aura davantage de personnel que dans un établissement à 5000 ou à 2000. Mais comment c'est possible ça ? À quoi ça sert de payer aussi cher ? Parce qu'on paye éventuellement une plus jolie tapisserie et puis une vue sur la Seine. Oui. Voilà. Bien sûr. Et plus de mètres carrés. Le prix de la construction. Ça donne l'impression un peu de découvrir ça, mais c'est absurde. Ça veut dire que vous représentez les directeurs d'établissement, mais le secteur ne fait pas son travail. Il doit y avoir une grille d'évaluation pour dire, bah oui, allez dans cette EHPAD parce qu'il est 3 étoiles et que ça vaut vraiment le coup de payer 6 ou 7 000 €. Thomas Hugues, vous avez absolument raison. L'ADEPA demande depuis des années à ce qu'il se mette en place dans le secteur un système d'étoiles. Parce qu'effectivement, ça permet de se repérer et de savoir si on va payer très cher pour beaucoup de qualité ou moins cher avec moins de qualité. Après, évidemment, le prix de l'immobilier et de la construction immobilière n'est pas tout à fait le même dans la Creuse, même si c'est un très beau département, ou en région parisienne. Donc là, on peut comprendre les écarts. Et puis, effectivement, Frédéric Pommier a raison. Vous aurez le même nombre de professionnels soignants parce que ça, ce sont les budgets qui sont déterminés par l'État. C'est l'État qui vous dit combien de professionnels vous pourrez recruter. Donc ça, vous ne le bougerez pas. Par contre, ce sur quoi vous pouvez jouer, c'est effectivement avoir une plus jolie tapisserie, de plus jolis meubles, plus de choix dans la restauration, etc., etc. Mais comme tout système d'hôtel ou de restaurant. Évidemment que si vous allez au Ritz, vous allez payer plus cher, mais vous aurez plus de choix que si vous allez dans un Formule 1. C'est évident. Pierre Tchernikov, il n'y a pas plus ou moins de maltraitance en fonction du milieu social de la famille d'origine ? Alors, milieu social, on ne le sait pas bien, à vrai dire. Mais je pense qu'il faut dire deux choses en même temps. Je pense qu'il faut dire qu'un établissement qui n'a pas les ressources, en particulier les ressources humaines, qui correspondent aux problèmes, aux personnes qui sont accueillies, c'est un établissement qui ne peut pas être bien traitant. Bon. Et donc, il y a vraiment une question de moyens et de répartition de moyens. Et en même temps, ce qu'on observe dans les appels que nous recevons chaque année, c'est que on voit des appels arriver d'établissements dans lesquels les prix de journée sont très élevés, plutôt de l'ordre de 4 000 €. Et donc, il n'y a pas un lien direct entre le prix de journée que paye la famille ou que paye la personne elle-même et puis la qualité de sa vie quotidienne et en particulier le fait qu'elle soit bien ou maltraitée. Donc, ça ne suffit pas, la question des moyens.
Je crois que vous aviez évoqué l'idée d'une réforme pour faire payer les pensionnaires en fonction de leurs revenus. On en est où de cette proposition? Alors, pas la DEPA, Ouais. mais vous avez raison, c'est une piste qui a été évoquée dans le cadre de la concertation grand âge autonomie que j'évoquais tout à l'heure. Ça fait partie des pistes de financement possibles, parce que la question du financement, d'abord, les sommes qui seraient engagées, ce serait de l'ordre de 10 milliards d'euros. Il faut toujours le rapporter au budget de la sécurité sociale, qui est de l'ordre de 450 milliards d'euros. Donc on voit déjà que c'est un peu plus absorbable. Deuxième élément, il faut bien comprendre que c'est de l'investissement social. À chaque fois que vous mettez 1 euro dans ce secteur, c'est pour créer de l'emploi. Donc c'est pour créer autant de cotisations sociales, etc. Donc c'est bien de l'investissement. Et il est clair que de toute façon, dans tout secteur d'activité, si on veut améliorer la qualité, à un moment donné, il faut investir. Mais c'est d'un projet de société dont on parle là, si on se projette un peu dans les 20 ou 30 Mais la loi de prochaines années. 2019 est censée faire projet de société pour réformer en profondeur la question du financement et la question du modèle d'accompagnement, bien sûr. Christophe de Gégère, il faut se préparer à une génération de baby-boomers qui deviennent papy-boomers. Voilà, on y est déjà. On est au début de la génération des baby-boomers qui deviennent papy-boomers. Donc beaucoup de potentiels pensionnaires d'EHPAD ou de personnes dont il va falloir bien s'occuper. Mais vous voyez le problème. Mais oui. C'est-à-dire que déjà là, il y a des problèmes. Oui. Qu'est-ce que ça va être dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans? Parce qu'à un moment donné, cette enveloppe ne va pas être extensible. Donc il va falloir se poser des tas de questions parce que ça va être terrifiant. L'avenir, là, est terrifiant. D'où toute l'importance de pouvoir maintenir les gens à domicile le plus longtemps possible. Alors, est-ce que vous avez quelques bons conseils à nous donner en la matière? Alors, il y a des conseils très simples parce que vous savez que les gens qui arrivent en maison de retraite, c'est jamais volontairement. C'est très rare, les gens qui y vont volontairement. Et une des premières causes d'institutionnalisation, c'est tout de même les altérations des fonctions cognitives. C'est-à-dire des gens qui n'arrivent plus à se gérer à domicile, avec ou sans aide de famille. C'est compliqué, prendre des médicaments, gérer sa vie, etc. Des mesures très simples, c'est l'activité physique. L'activité physique, et ça a été parfaitement bien démontré dans les publications des plus grands journaux internationaux, une personne âgée qui va marcher de façon active au moins 1 heure par jour va pouvoir conserver sa masse musculaire, ça va jouer sur les fonctions cognitives, ça va jouer sur tout ce qui est immunitaire, ça va jouer sur le risque de chute, etc. Mais il faut encore informer ces gens âgés. Et nous, on les voit en consultation mémoire, si vous voulez. On est là à lutter pour permettre à ces gens d'avoir une meilleure éducation et donc pouvoir s'occuper d'eux-mêmes. Et en faisant ainsi, ça nous permet de retarder ces échéances qui sont compliquées, à la fois pour l'individu, pour la famille et à la fois pour la société. Mais ça, c'est un exemple. Il y a les exemples de nutrition. Il y a donc toute une politique de prévention à domicile qu'il faudrait développer. Allez, je vous propose un dernier chiffre, une statistique. En 90, il y avait en France près de 8 millions de personnes âgées de plus de 65 ans. Aujourd'hui, on est 13 millions, selon l'INSEE, 21 millions en 2050. Frédéric Pommier, je vous donne la parole, tiens, pour conclure. Vous parlez d'urgence nationale. Est-ce que vous avez le sentiment, alors nous, on consacre une demi-heure d'émission à ça, c'est déjà pas mal, mais est-ce que vous avez le sentiment que cette urgence nationale, elle est entendue ? Absolument pas. J'ai plusieurs sentiments. D'abord, je pense qu'il faut redire que dans la majorité des établissements, ça se passe bien. Et c'est pour ça que c'est révoltant que dans certains, beaucoup trop nombreux, ça ne se passe pas bien. Parce qu'il est possible que ça se passe bien. Ça se passe bien notamment dans les établissements qui ont un label qui s'appelle le label Humanitude. On n'en a pas parlé ici. Moi, je trouve que c'est un label très intéressant. Il n'y a que 18 établissements qui sont labellisés, mais c'est un label et une association qui forme à la bientraitance l'ensemble du personnel des établissements. Regarder la personne, la lever, la laver, sans se faire mal soi-même et sans lui faire mal. Tout le personnel de ces établissements labellisés Humanitude apprennent à soigner différemment. Ce que je trouve stupéfiant également, c'est que là, on est devant une forme de maltraitance féminine également. On ne l'a pas dit ici non plus, mais les soignants sont avant tout des soignantes, les résidents sont avant tout les résidentes, et ce sont avant tout les filles qui accompagnent leurs parents vieillissants. Si c'était essentiellement des soignants, des résidents hommes et des fils qui accompagnaient, est-ce que les pouvoirs publics ne mettraient pas davantage de moyens et n'auraient pas anticipé le fait qu'aujourd'hui on vit sur 5 générations, ce qui n'était jamais arrivé jusque-là? Je pense que là, il y a une forme de discrimination féminine et que les pouvoirs publics qui n'ont pas anticipé ne s'en sont pas occupés parce qu'aussi ce sont des femmes.
Merci beaucoup, merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Ce qu'il faut en retenir, on va commencer par l'état des lieux. 7400 EHPAD en France aujourd'hui. L'âge moyen d'entrée, c'est 85 ans et 8 mois. La surprise pour nous dans la préparation de cette émission, 44% des EHPAD qui rencontrent des difficultés de recrutement, soit presque un établissement sur deux. Le chiffre, plus 13% de dossiers ouverts l'an dernier auprès de la Fédération contre la maltraitance des personnes âgées. Et puis un numéro qu'on vous propose de retenir, le 3977, à composer justement auprès de cette fédération. Et tiens, je vais rajouter ce que Frédéric Pommier vient de nous proposer, le label Humanitude, ce label dans lequel dans des EHPAD, le personnel est formé à la bientraitance. Voilà pour cette thématique dans Ça se comprend. On passe aux chroniques de l'émission et tout d'abord l'Infox avec Thomas Goussard. Bonjour Thomas, bienvenue dans Ça se comprend. Le corps du footballeur Emiliano Sala a été rapatrié aujourd'hui en Argentine. Ses obsèques auront lieu demain. Même un sujet comme celui-là donne lieu à une Infox. Oui, alors le terme peut sembler un peu fort parce que c'est une photo hors contexte, mais c'est une Infox quand même. C'est une photo qui a été utilisée sur beaucoup de sites internet depuis une semaine, à l'étranger, dans plein de pays, dans plusieurs langues, pour illustrer un article qui expliquait que le corps du footballeur argentin avait été repêché la semaine dernière. Alors cette photo, le problème c'est qu'elle sous-entend que l'avion a été repêché aussi, ce qui est totalement faux puisqu'il est toujours au fond de la mer, au fond de la Manche. La seule photo disponible de la carcasse actuellement, c'est celle qu'ont fourni les recherches au fond de l'eau, donc on voit que c'est un morceau de carcasse blanc avec un peu de bleu, on voit une immatriculation. On a retrouvé une photo d'archive pour identifier que c'était bien ce même avion, immatriculé N264DB, c'est un Piper Malibu. Seulement, la photo qui est utilisée sur tous ces sites, c'est un autre avion. C'est un Cessna Skyhawk 2. Il a un autre numéro d'immatriculation. C'est donc pas le même avion. Le seul point commun, c'est qu'il est blanc avec un peu de bleu et que la photo a été prise dans la Manche, puisque c'était en 2005, un avion qui a été repêché dans l'estuaire de la Seine, près du Havre. Bon, voilà, vous ne partagez plus cette photo. C'est toujours l'objectif de cette Infox, c'est de vous permettre de faire un peu le ménage dans tout ce que vous recevez, notamment sur les réseaux sociaux. Allez, c'est le week-end qui commence pour nous dans une petite heure et pour peut-être nos téléspectateurs dès maintenant. Une image, une Infox vacances, qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, il faut faire attention parce qu'on est gai quand on part en vacances, mais il peut y avoir des gros embouteillages, que ce soit week-end ou vacances. Et sauf si les gens conduisent très bien et que la circulation est fluide. Mais ce n'est pas toujours le cas. Mais regardez cette vidéo que je vous ai trouvée. À votre avis, dites-moi où les gens conduisent assez bien pour que ça se passe de manière fluide aux heures de pointe comme ça. Une petite idée? Déjà, je pense que l'image est accélérée. Non, c'est en temps réel. C'est dans pas. une salle de montage, en fait. C'est un trucage effectué par le réalisateur argentin Fernando Lifshitz. Il a mélangé plusieurs séquences, ça ferait rêver Jacques Tati. Oui. Donc c'est amusant, mais c'est truqué. Donc pour votre sécurité, n'essayez surtout pas de conduire ou de traverser de cette façon. Merci beaucoup Thomas Goussard pour l'Infox tous les jours dans Ça se comprend. Et tout de suite, les indiscrets politiques avec Yohann Usaï. Bonjour Yohann, bienvenue, c'est votre première chronique indiscret dans Ça se comprend. Ravi de vous accueillir. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, aimerait modifier le règlement intérieur de l'Assemblée, c'est ça? Alors rien n'est acté, mais c'est effectivement en bonne voie. Il s'agit notamment de modifier les QAG. Vous savez, ces séances de questions au gouvernement, elles ont lieu 2 fois par semaine, les mardis et mercredis, entre 1h et 1h15. Eh bien, le projet, ce serait de regrouper tout ça en une seule journée pour une séance unique de 2 heures de questions. L'avantage, c'est évidemment de libérer du temps pour le gouvernement et pour les députés, puisque ces 2 séances de questions au gouvernement occupent 2 après-midi aujourd'hui. Donc c'est effectivement assez chronophage. Et puis surtout, dans le projet de Richard Ferrand, eh bien, le député qui pose une question au gouvernement pourrait répondre après le ministre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, ce qui donnera lieu à un échange véritable. Et pour faire aboutir cette réforme, Richard Ferrand mise sur quoi? Sur la confidentialité? Exactement. On ne commente absolument pas dans l'entourage du président de l'Assemblée nationale. Tout son cabinet ne parle pas. On parle évidemment beaucoup plus dans l'opposition. Et c'est vrai que l'opposition se montre assez ouvert à ce projet. Finalement, la droite, par exemple, y est plutôt favorable. Ce sont en fait les petits groupes qui freinent. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'ils vont perdre en temps de parole et en nombre de questions qu'ils pourront poser au sein de l'hémicycle. Richard Ferrand cherche le consensus le plus large possible. Et c'est en fait le groupe majoritaire, La République En Marche, qui pourrait perdre en temps de parole au profit de l'opposition.
Autre indiscret, Nicolas Dupont-Aignan qui va présenter sa liste pour les élections européennes fin mars. Mais vous pouvez déjà nous annoncer qu'une figure des Gilets jaunes devrait jouer un rôle important dans sa campagne. Oui, c'est Benjamin Cauchy, il a 38 ans, il est originaire de Haute-Garonne. Il a toujours dit clairement qu'il était plutôt proche idéologiquement de Nicolas Dupont-Aignan. Il a été membre des Républicains et il devrait effectivement figurer sur la liste des élections européennes de Nicolas Dupont-Aignan. C'est un gilet jaune de droite. Tout le monde à Debout la France serait content de le voir sur la liste. Voilà ce que me confiait cet après-midi un cadre du parti. C'est le plus sérieux des gilets jaunes. Ça, c'est même Nicolas Dupont-Aignan qui le dit. Le problème, c'est que Nicolas Dupont-Aignan ne veut pas être accusé de récupération politique. Alors en coulisses, on s'active pour savoir comment est-ce que Benjamin Cauchy pourrait figurer sur cette liste en position éligible, en position non éligible pour ne pas être accusé de récupération, ou alors simplement soutenir de manière officielle cette liste sans y figurer. Ce qui est certain, c'est que le gilet jaune Benjamin Cauchy bien sera en première ligne durant cette campagne des élections européennes. Merci beaucoup Johan, à très bientôt dans Ça se comprend. On se retrouve dans quelques minutes pour Ça se dispute, deux éditorialistes qui s'affrontent, Yvan Rioufol et Laurent Geoffrin. On va parler de ce sondage qu'on a tous commenté ce matin qui montre que pour la première fois une majorité de Français souhaitent que le mouvement des Gilets jaunes s'interrompe, et puis aussi de Trump sur tous les fronts aux États-Unis. Il veut absolument construire son mur et le FBI a voulu se débarrasser du président américain. Débat à venir sur CNews.